La logique était que c'est justement en cas de crise économique et financière que le Bitcoin est censé être résilient. Il a été créé pour ça à la base. Et quand c'est revenu à l'esprit des gens, il y a plein de gens qui, quand ça s'est effondré, n'ont fait que racheter, racheter, racheter. Les plus peureux ont quitté ce marché. Le Bitcoin a baissé, mais ceux qui connaissent la technologie et qui sont dessus se sont dit, OK, c'est peut-être la dernière fois qu'on verra un Bitcoin à 3000 $. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Salut à tous, je suis ravi aujourd'hui d'enregistrer cet épisode avec Owen avec qui on cherchait à échanger depuis assez longtemps. Puis c'est ton associé, je crois, Owen Simonin, c'est ton associé qui nous a mis en relation, non? Tout à fait, Thibaut. Thibaut, écoute, je suis ravi parce que malgré ton jeune âge, je crois que tu as quand même une belle expérience dans l'univers des cryptos, une très grosse communauté, tu vas m'expliquer tout ça. Et puis bon, tu as grandi dans le 2B, quoi, dans Haute-Corse, donc évidemment, voilà, ça fait quand même pas mal de choses qui nous lient. Mais après t'avoir présenté comme ça, non, ce qui est intéressant, au moins dans cet univers qui est la crypto, les cryptos, que sont les cryptos, la blockchain et toutes les choses dont j'aimerais parler avec toi aujourd'hui, c'est que quand tu es jeune, tu peux devenir un expert à 24-25 ans parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de monde qui est dans le domaine depuis plus de 4-5 ans, c'est ça? Tout à fait. Disons que c'est un écosystème qui est très très jeune. Et donc, quand c'est une jeune technologie et un jeune écosystème, il y a pas énormément de choses existantes. Alors bon, c'est de moins en moins le cas, hein, ça va de plus en plus vite, il y a de plus en plus d'entreprises. Donc tous les jours, il y a d'autant plus de crypto-monnaies, de blockchain et de solutions qui existent. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, il y a 6 ans à peu près, en 2015, il y avait tellement peu de choses, on peut rapidement devenir expert d'un écosystème qui est très jeune et qui est naissant. Et c'est toujours un peu le cas aujourd'hui. Quelqu'un qui met du cœur et qui se renseigne sur la blockchain, en 1 ou en 2 ans, il peut développer une vraie expertise dans un domaine. Donc tu avais 17 ans. Attends, comment tu commences dans la crypto à 17 ans? Tu fais quoi? Tu mets 10 balles ou tu avais un Alors, riche patrimoine familial? j'ai toujours bidouillé un petit peu sur Internet. À 14 ans, j'ai monté un serveur de jeu qui était un serveur Minecraft, hein, c'est un petit jeu Ouais. sur PC. Et à 16 ans, on avait plus de 100 000 joueurs et on avait une équipe de 40 personnes pour maintenir le serveur. Donc j'ai commencé tout de suite à avoir besoin de générer du profit pour pouvoir payer les infrastructures serveurs, comprendre que quand tu devais manager une équipe, surtout qu'on est dans Minecraft, c'est pas des salaires que je versais, c'était des avantages en jeu. Donc pour manager des gens plus âgés que toi en leur donnant des avantages dans un jeu, tu dois développer un petit peu le côté entrepreneur et le côté, on va dire, gestion de la ressource humaine, quoi, plus globalement. Ouais. Et puis après, je suis passé d'un jeu à un autre, et puis j'ai été en école de commerce, et c'est à 18 ans vraiment que je suis tombé à fond dans les crypto-monnaies. Donc il y a un petit peu plus de 5 ans, quand j'ai été en stage dans la boîte de mon frère, alors que j'étais en école de commerce, et que j'ai lu le concept du Bitcoin, la blockchain, comment ça fonctionnait, je me suis dit, ça c'est pour moi, quoi. Ok. Alors bon, toi, ce qui est important, bon, on va pas refaire, parce que je l'ai fait plusieurs fois, j'en parlais avec toi en préparant cette émission, tout le concept des cryptos, des bitcoins, etc. Parce que j'ai plein d'épisodes, encore certains assez récents, donc tous les auditeurs qui connaissent pas bien tout ça, allez-y, ou aussi suivez les chaînes et les réseaux sociaux d'Owen, hein, presque 250 000 abonnés sur YouTube, 75 000 sur Twitter, enfin voilà, donc t'as quand même des vidéos qu'on fait près d'un demi-million de vues, donc c'est quand même intéressant. Et donc du coup, voilà, on va pas refaire exactement toutes les bases. Moi, ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est que toi, entre tes 18 ans et ta longue expérience de 23 ans, eh bien, t'es quand même passé par une période où ces cryptos, alors elles sont peut-être redescendues à un moment, mais c'est quand même monté pleine balle, quoi. Là, aujourd'hui, dans les récents épisodes de La Martingale, je confonds mes podcasts, ça m'arrive souvent, on a vu que on était probablement dans une bulle. Je parle pas forcément uniquement des cryptos, mais on est probablement dans une bulle financière, très probablement, et que
voilà, les cryptos, il y a quand même des chances que tout ça explose. Qu'est-ce que ça fera à court terme, à moyen terme, à long terme? J'ai pas de boule de cristal, toi non plus, on n'en sait rien. Mais les hypothèses qui disent que ça divise par 2, par 3, par je sais pas combien, c'est pas complètement idiot en soi. Mais il est aussi possible que à long terme, ça remonte très fort. Et encore une fois, c'est pas probable, mais c'est pas impossible si en fait le monde s'oriente vers une valeur refuge de Ethereum et ou Bitcoin. Euh, c'est mon postulat de départ. Est-ce que tu le partages à peu près? Alors oui, parce que en fait, le Bitcoin a toujours été rythmé par ce cycle, hein. Si on regarde bien, c'est un cycle qui est arrivé en 2013, qui s'est répété naturellement 4 ans après en 2017 et qui est en train de se répéter en 2021. Là où j'aime bien mettre un point d'honneur, c'est de rappeler que on parle de bulle financière, parce que toute Ouais. grosse prise de valeur sur une courte période de temps bah, fait que naturellement, il y a des gens qui vont prendre leurs bénéfices. Et comme c'est un marché qui est tenu et régi par la loi de l'offre et de la demande, naturellement, dès qu'il y aura des gros qui vont vendre, eh bien, les cours vont redescendre. Donc, c'est bel et bien une bulle financière. Pour le coup, ça fait partie du cycle Bitcoin. C'est la troisième. Et il y a des chances qu'il y en ait une autre en 2025 si le Bitcoin continue à suivre ce même cycle. Il y a différentes raisons à ça, mais c'est pas une bulle comme certains peuvent l'entendre. C'est-à-dire qu'il y a bien une technologie derrière avec des vrais fondamentaux, une vraie utilité. Par contre, d'un point de vue de sa valeur, d'un point de vue des cours des crypto-monnaies, ça fait un rythme cyclique de bulles financières, en effet. Alors, si je me trompe pas, je cherchais en même temps de t'écouter. Euh, la valorisation totale des bitcoins est aux environs de 800, enfin 800 milliards, c'est ça? C'est ça, en Je euros. dis pas- On est à, Ouais, en à peu euros. près, on est à 966,7 milliards d'euros Ouais. à l'heure actuelle et toutes les crypto-monnaies réunies à peu près 1,6 milliard. Donc le Bitcoin représente à lui seul les deux tiers de tout ça, quoi. Ok. Et donc, on n'est pas loin des 1000 milliards de dollars. Et là-dedans, il y a quand même quelques personnes, alors qu'on 2, 3 milliards, des banques, des investisseurs. Je crois qu'il y en a qui vont jusqu'à 40-50, hein, si mes épisodes précédents sont bons. Euh, donc, bon, quand tu as quelqu'un qui a 4-5%, ça peut quand même influencer le truc. Mais en effet, les menaces les plus importantes sont principalement d'une sorte de mouvement de panique, j'imagine. Bah, en fait, c'est ça. Comme c'est un marché qui ne peut pas être arrêté ou gelé, d'ailleurs, c'est l'une partie de ce qui fait qu'on l'a créé, ce marché, hein. C'est pour qu'il soit totalement indépendant, impossible à arrêter, autonome, transparent, enfin bref, je vais pas revenir sur tous les concepts du Bitcoin, mais comme on ne peut pas l'arrêter, bah, quand il y a un gros mouvement de panique et tout le monde vend, ça peut descendre très très vite et très très fort, parce qu'on ne peut pas appuyer sur le bouton pause, en fait. Et donc, naturellement, ben, c'est ce qui s'est passé au début de la crise Covid. Les gens ont eu peur. Le Bitcoin est passé de 7 000 à 3 500 $, alors que la logique était que c'est justement en cas de crise économique et financière que le Bitcoin est censé être résilient. Il a été créé pour ça à la base. Et quand c'est revenu à l'esprit des gens, ben, il y a plein de gens qui, quand ça s'est effondré, n'ont fait que racheter, racheter, racheter. Les plus peureux ont quitté ce marché, également parce qu'ils ont besoin de liquidité, hein, parce que ce sont des gens qui ont perdu de l'argent en bourse, et donc ils avaient besoin, pour leurs appels de marge, de trouver de la liquidité. Et donc, naturellement, bah, ils ont vendu leur bitcoin ou leur or et leurs métaux précieux pour soutenir leur position en bourse. Le bitcoin a baissé, mais ceux qui connaissent la technologie et qui sont dessus se sont dit, OK, c'est peut-être la dernière fois qu'on verra un bitcoin à 3 000 $. Ouais. Mais c'était pas totalement ça. Euh, ok, du coup, moi, ce que je voulais voir avec toi, c'est différentes méthodes. On a parlé sur la martingale plusieurs fois de cette méthode que tu connais bien, que tu m'as évoqué l'autre jour, du DCA, le Dollar Cost Averaging, c'est ça. C'est ça. Euh, alors qu'elle soit Alors, d'autant m'ont dit sur ce podcast que c'était une fois, une personne m'a dit que c'était pas forcément une bonne méthode, un économiste enfin, très reconnu. Maintenant, son approche était de dire que finalement, bah, si tu es au bon moment et que tu arrives avec un paquet d'argent, c'est quand même dommage de pas utiliser l'intégralité de ton argent. Voilà, mais si tu arrives au mauvais moment, tu risques quand même de te faire éclater. Bon, Bon, euh, y a juste deux trucs à prendre en compte. Le premier, c'est qu'on s'adresse à des débutants généralement. ouais, Et donc, bah, le débutant n'est pas capable de savoir quand c'est le bon moment. Pire que ça, il voit des bons moments partout. ouais, En fait, c'est ça. Donc, je suis totalement d'accord, hein. Maintenant que je maîtrise un peu plus ce marché et que je suis dessus tout le temps, le DCA, c'est pas la meilleure chose pour moi. Autant que je sois très agile quand le marché s'y prête pour pouvoir faire des bons placements, quitte à faire des positions fortes,
et garder beaucoup de cash en dollars pour me repositionner quand je ne sens pas le marché. C'est très clair, c'est plus optimisé que du DCA. Par contre, dans 99,9% des cas, pour un débutant qui arrive, qui est emballé par les crypto-monnaies, qui veut pas rater son occasion et qui veut rentrer maintenant, le DCA est à coup sûr ce par quoi il doit commencer pour pas faire de bêtises. Alors, ce que je te propose, avant de rentrer pleinement, même si on est déjà bien rentré dans cet épisode, Owen, c'est revenir, tu vas me redéfinir le DCA, parce que D'accord. je le ferai à ma manière, mais on l'a déjà entendu ici. Et puis, m'expliquer ce que tu fais et pourquoi je t'ai choisi pour venir dans la martingale et pourquoi tu es crédible dans tes propos. Tu veux bien? Ok, le DCA et après, dans quel ordre je le fais? Comme tu veux. Commence par le DCA, on était dessus, et puis comme ça on l'oubliera pas. Alors, le DCA, c'est le dollar cost average. C'est qu'au lieu d'acheter un bitcoin maintenant tout de suite, imaginons que vous voulez investir 10 000 euros, eh bien, au lieu de rentrer et de tout de suite acheter du bitcoin maintenant, eh bien, c'est de lisser vos achats sur différentes périodes d'entrée. Et par exemple, de dire, bon, ben, au lieu de mettre 10 000 euros maintenant, je vais mettre 1 000 euros par mois pendant 10 mois. Étant donné que le bitcoin est très volatile, et que la plupart du temps, quand les gens s'y intéressent, ce sont dans ces phases virulentes de hausse, notamment 2017 et donc maintenant 2021. Quand on arrive sur ce marché, le Bitcoin, il y a de grandes chances, quand on est débutant et qu'on le découvre parce que tout le monde en parle, qu'il soit trop haut. Et donc, au lieu d'acheter et de mettre toute sa position maintenant et de risquer de diviser par 2 ou par 3 sa mise, eh bien, c'est de se dire, OK, j'investis maintenant 1 000 euros, le mois prochain encore 1 000, et imaginez que le Bitcoin est divisé par 3 dans la nuit. Et bien là, on peut même se dire, bon, bah, je vais augmenter un petit peu mon DCA. Au lieu de mettre 1 000 euros par mois comme prévu, heureusement que je l'ai fait d'ailleurs parce qu'il s'est bien cassé la figure, et si j'avais tout mis, je le regretterais. Et bien maintenant qu'il a bien perdu de la valeur, je peux augmenter un peu mon DCA et acheter 2 ou 3 000 euros par mois. Ce qui fait que quand on aura fini de dépenser ces 10 000 euros, il y a de grandes chances, du moins quand on est débutant et qu'on se précipite sur ce marché, qu'on ait fait une meilleure affaire si on fait un prix moyen et qu'on regarde combien est-ce qu'on a payé un Bitcoin. Parce que comme on l'a pris à plusieurs prix différents, si on en achète une plus grosse partie quand son prix a baissé, on va pouvoir baisser son prix d'achat moyen. Et ça permet de lisser son coût d'acquisition. Ça paraît assez con dit comme ça. Tu vois, c'est un peu une sorte de bon sens. En vrai, c'est complètement on a parlé des biais ici aussi sur, des différents biais, sur la martingale et en fait, c'est du bon sens, mais c'est pas simple à gérer au quotidien. Tu vas pas me dire le contraire, je pense, mais moi, Oh, tu puis vois, il y a ça beaucoup fait de sentiments. Puis dès qu'on ouais, le voit un peu baisser, on se dit c'est maintenant que je dois acheter plus. Et puis s'il baisse encore plus après, on regrette. on vend. Puis c'est ça, on vend. Bah, Alors qu'on c'est devrait toujours pareil. acheter, Mm. et en fait, on perd la confiance, on fait comme tout le monde, il y a aussi tu peux avoir des regrets, c'est-à-dire que typiquement, ben, moi ça fait, 1 an que j'achète, du bitcoin et de l'ether tous les mois. Je pourrais me dire: «Ah, je suis con quand même, j'aurais dû en acheter beaucoup plus au début». Alors et j'aurais pu en fait, finalement, et est-ce que si ça se divise par 2, est-ce que je serais toujours capable d'acheter encore mes, 500 ou 1 000 $ de bitcoin, ou de crypto en tout cas, par mois? Bah, c'est pas sûr en fait. Bah, c'est ça qui est dur. Par contre, Ouais. c'est clairement l'objectif du DCA, en fait. On met un petit peu de distance entre soi-même et sa réaction à ses sentiments. Parce que si on voulait tout rentrer tout de suite, bah, c'était un gros qui tout double en quelque sorte. Parce que si ça prend de la valeur, on est très content, mais si ça en perd, on est très mal. Alors que si on commence par du DCA, eh bien, si ça explose très très fort, on s'en voudra de pas avoir tout mis, mais on aura au moins l'argument de se dire, bon, c'est pas grave, j'en ai quand même mis un peu. Je fais partie Mmh. de ces gens qui étaient présents grâce à mon DCA. Et à l'inverse, si ça se casse la figure, là, on voit pas la perte qu'on a fait sur la première ou les 2 premières tranches qu'on a mis, mais on se dit, OK, c'était dans ma stratégie. J'ai fait un DCA pour ça, pour que si cette situation se produise, je puisse acheter moins cher. Donc, en fait, on se compare plus à soi-même, mais on se compare à soi-même par rapport à celui qui aurait tout mis dès le jour 1. Et c'est ça qui change tout. Ça permet en fait de prendre des distances et de mieux maîtriser les sentiments que le marché va nous procurer de par une prise ou une perte de valeur. Alors le mieux pour faire ça, tu veux m'expliquer éventuellement, justement après m'avoir expliqué comment tu fais et comment pourquoi tu es aussi légitime et cetera et quelle est, ta connaissance, ce que tu proposes ou ce que vous proposez, aussi avec Just Mining, là-dessus. Mais
Il y a un truc qui est pénible en fait là-dedans, c'est notamment il y a des mois que tu sautes parce que tu fais pas gaffe, parce que je sais pas quoi, et en fait il faut quand même être assez investi, concentré. Et c'est pas un peu comme ton virement permanent vers le PEA ou quoi, acheter. Enfin, moi je suis pas encore là. Acheter mes cryptos, je l'ai fait moi le mois sur certaines plateformes de certains de mes sponsors que j'ai déjà cités ici, mais voilà. Et de plus en plus je le fais aussi sur d'autres plateformes de plus de crypto très spécialisées, mais voilà, ça se fait pas comme ça, quand je vais voir mon banquier à l'ancienne et que je lui dis, bah tiens, tu me mets 200 balles sur mon PEA tous les mois. Voilà, donc venons là-dessus. Explique-moi ce que vous faites sur Just Mining et quelles sont tes différentes activités, comme ça, Ok. faisons le tour du propriétaire avant d'arriver là-dessus. Alors bon, pour faire très simple, j'ai quitté les decks moi il y a 2 ans pour commencer à entreprendre. Il y a 3 ans et demi maintenant, ça va très vite. Du coup, dans ma deuxième année en fait, et j'ai rejoint mon frère qui était déjà entrepreneur. Donc lui, il a T'as une drop société. out, t'as quitté avant de finir. Ah totalement, j'ai avorté mes études parce que c'était juste plus rentable de rester en cours, quoi. Ça devenait trop complexe de gérer mes entreprises. On avait déjà Mais 10 avoue, personnes tu à t'es temps fait plein qui virer, étaient encore en cours. avoue, tu t'es fait virer, t'étais un cancre, non? Et alors, non, ils ont été plutôt cool avec moi et ils m'ont dit que si je prenais le temps de faire un échange à l'international et que je maîtrisais un peu l'anglais, ils me laisseraient arrêter pour entreprendre tout en continuant mes études à distance. J'ai donc D'accord. fait mon échange à l'université de Dayton et dans les 6 premiers mois, les cryptos explosent. J'ai fait mon échange, donc j'ai le droit de partir. Et quand je suis arrivé en France, j'ai rejoint mon équipe, on était déjà une dizaine à temps plein, quoi. Alors que j'avais pas vu la moitié de mon équipe, donc c'était très particulier. Ça a été assez vite. L'EDEC m'a laissé partir et du coup, ils m'ont donné les moyens de faire mes cours à mon rythme à distance et je les ai jamais fait en fait. D'accord. Donc c'est comme Euh, ça que ça s'est développé. J'ai rejoint mon frère qui lui il avait déjà une entreprise qui s'appelle Vivoca, qui travaille dans la reconnaissance vocale. Et ensuite, il m'a dit, écoute, on va cadrer ta boîte, on va commencer à bosser ensemble. Et moi, j'ai monté ma première structure, Just Mining, qui est une structure qui sécurise des blockchains. Pour faire très très simple, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la blockchain, en tout cas dans les blockchains publiques, il n'y a pas de tiers de confiance. C'est un réseau décentralisé, donc ce sont des gens comme toi et moi qui vont venir et sécuriser le réseau en laissant à disposition des ordinateurs qui vont faire de la puissance de calcul ou des logiciels ou en bloquant de la crypto-monnaie pour sécuriser le réseau. Eh bien moi, je vais regarder toutes les blockchains qui existent, tous les projets qui nous plaisent, on va les proposer à nos clients. Nos clients, ils viennent vers nous soit avec des euros, soit avec des cryptos. Quand c'est des euros, ils nous disent qu'ils aimeraient investir, sécuriser la blockchain et générer des intérêts. Et quand c'est des crypto-monnaies, ils nous les confient en nous disant, voilà, j'aimerais faire travailler mes crypto-monnaies pour en générer encore plus d'un point de vue quantitatif, étant donné que quoi qu'il arrive, quand quelqu'un nous confie une crypto-monnaie, ben, le marché fait qu'il peut gagner ou perdre naturellement. Mon travail à moi, c'est d'augmenter le capital, la quantité de crypto-monnaies et d'essayer de réaliser des profits pour mes clients, quoi. Donc t'es une sorte de je te donne des cryptos et ton objectif c'est de m'en rendre plus, c'est ça? C'est C'est comme ça, exactement. un trader en fait. Alors, tu as 2 façons, en fait, si tu veux, de travailler les crypto-monnaies. Bon, la première, c'est le trading, l'achat, la vente. Mhm. Indirectement, ça fait partie de notre métier, même si c'est pas notre cœur de métier. Parce que naturellement, quelqu'un qui arrive avec des euros, qui nous dit je veux investir dans les cryptos, on se doit de lui présenter les projets, de lui expliquer qu'est-ce qui existe et de voir ce qui lui correspond en quelque sorte. Mais c'est pas le cœur de notre métier. Le cœur de mon métier, je prends un exemple tout simple, c'est le réseau Ethereum, l'une des 2 crypto-monnaies que tu as citées. Eh bien, à l'heure actuelle, quand on prend un serveur informatique, qu'on le configure et qu'on le connecte à un portefeuille dans lequel on va mettre 32 Ethers, eh bien, si le serveur informatique est performant et valide des transactions, on va pouvoir générer jusqu'à 10% d'intérêt par an sur ces 32 Ethers. Et donc, tu as des gens qui viennent vers moi avec des euros et du coup, j'achète des Ethers pour eux. Donc, indirectement, il y a ce travail de trader. Mais surtout, je vais sécuriser ces Ethers, les connecter à un serveur informatique que mes équipes vont gérer pour lui parce que c'est très technique. Et on va aller chercher des intérêts pour lui et on va essayer de lui faire gagner ces 3 Ethers d'intérêt sur une première année, quoi. Alors tu as du recul là-dessus, t'as enfin tu gères, est-ce que tu as une idée de la volumétrie d'Ether ou d'euros ou de les montants que tu gères aujourd'hui? Un petit peu moins de 100 millions sur les différentes structures. D'accord. Et donc c'est quand même un sacré. Et donc ton modèle économique, c'est quoi? Tu prends un cut sur ce que tu gères ou sur les profits, un peu sur Tout les à deux? fait. Alors, je mets juste un petit astérix sur le montant sous gestion, parce qu'il y a montant sous gestion custody et montant sous gestion sans custody. En gros, le custody, c'est moi qui ai l'argent. C'est-à-dire que tu m'as donné tes crypto-monnaies, c'est moi qui les conserve. Alors que dans le monde de la crypto-monnaie, il existe de la délégation. C'est-à-dire que tu me confies tes crypto-monnaies, j'ai le droit de les travailler, de générer des intérêts. Donc ça reste de la gestion. Par contre, tu en es quand même le propriétaire. C'est toi qui les as dans ta clé chez toi. Tu as juste fait une commande qui me donne le droit de les utiliser et de les faire travailler.
OK, donc c'est une sorte de prêt, pas sur C'est ça, gage, mais en tout cas, voilà, mais sauf que ça reste, dans la chaîne, tout je à fait, reste propriétaire. exactement. Tu Tu en les restes prêtes. le propriétaire, en fait. Je peux juste les travailler, mais si j'ai envie de les vendre contre des euros, ben, le marché va me dire: «Non, c'est pas toi le Non. propriétaire». OK. Très bien, c'est intéressant cette nouvelle manière de voir les choses et alors comment, je peux avoir, et c'est ce que je voulais travailler avec toi, du revenu passif sur mes Ethers. Alors, je vois plusieurs choses, hein, comment je peux gagner, ou pardon, mes Tout à bitcoins fait. aussi, euh, et comment aussi je peux travailler. L'autre chose que je voulais voir avec toi, c'est tout ce qui est stacking éventuellement, c'est-à-dire Bien comment sûr. je peux automatiser un certain nombre de choses, parce que, et à partir de combien, je sais pas, toi, tu as commencé avec, j'imagine, pas tant d'argent que ça. Oh non, Euh, clairement, puis même nos clients, hein, on est ouvert à partir de 20-30 €, il y a pas de souci. d'accord, 20-30 Alors, euros c'est par mois. sûr qu'évidemment, quand quelqu'un alors on se doit il y a une grosse phase de notre métier, c'est de l'éducation, parce qu'on a des Mmh. clients qui, des fois, ne connaissent pas le marché. C'est sûr qu'un client qui a investi 30 € chez nous, qui nous demande 2 heures de formation par jour, on va vite lui dire qu'on peut pas s'en sortir comme ça. Mmh. Mais en tout cas, nos outils sont adaptés et n'importe qui peut s'inscrire chez nous et déposer, une petite quantité de crypto ou l'acheter directement par virement et par carte bancaire et puis, gérer ça avec nos outils. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, on peut pas travailler toutes les crypto-monnaies. Par exemple, on a pris l'exemple d'Ether où le réseau, propose un système, on appelle ça des masternodes, des validateurs, hein. C'est ce qu'on appelle le concept d'un serveur informatique qui est connecté à un portefeuille et qui sécurise le réseau. On appelle ça comme Alors ça. Masternode, C'est ça, on reprend, je l'ai vu sur ton site, hein, tout à fait. un nœud de réseau, donc un serveur dont le rôle est d'apporter des fonctionnalités supplémentaires sur une blockchain. C'est Par ça. exemple, et alors, OK, par Donc en exemple, gros, ouais, ça peut être sécuriser les transactions. En gros, si OK. moi je t'envoie un Ether aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce sont les mineurs d'Ether, les machines qui sécurisent les Mmh. transactions. Mais le réseau Ether est en train de faire une mise à jour et de se diriger vers ce que l'on appelle un réseau Proof of Stake, où il y a des gens comme toi et moi qui mettent à disposition des quantités de 32 Ethers connectés à des serveurs informatiques, et ça donne le droit au serveur de sécuriser les transactions pour les autres personnes qui utilisent le réseau, tout en récupérant une petite commission. Donc voilà, c'est ça. Ça prend un tout petit bout des transactions. Tu rends service et en échange de quoi? En fait, c'est ce qui se passait dans la finance. C'est que ta banque qui sécurisait des choses te disait, je prends 1% au passage parce que c'est voilà, ou Mastercard, ou voilà. Donc là, c'est fait euh, euh, par des intermédiaires. C'est quoi ces tout petits bouts de commission? Ça représente quoi à chaque fois? Alors, ça dépend des blockchains. C'est vraiment propre à chacun. D'ailleurs, on parlait de ce fameux cycle du Bitcoin qui a fait que les crypto-monnaies ont pris de la valeur en 2013, en 2017 et en 2021. Eh bien, très souvent, ça arrive 6 à 8 mois après ce que l'on appelle le halving day, le moment où il y a 2 fois moins de nouveaux bitcoins qui sont donnés en petits morceaux de commission à ces mineurs, par exemple. En gros, si tu veux, quand il y a 2 fois moins de commissions qui sont données, on peut dire que ça diminue l'inflation du réseau, ça augmente la rareté de la crypto-monnaie. Eh bien, c'est ça, c'est ce petit truc sur lequel tu viens de mettre le doigt qui a créé ce cycle qui fait que le Bitcoin s'envole tous les 4 ans. Hmm. J'avais bien vu passer ces histoires de halving, en effet. Euh, Et après, on voit, par exemple, là, on enregistre, nous, tout début mars, on me dit qu'en mars, souvent, c'est une mauvaise saison pour les cryptos. Alors ça, pour le coup, c'est juste l'histoire qui nous l'a montré. Il y a quand même eu, en mars 2013, donc l'un des derniers bull run, où ça a vraiment cartonné. C'était vraiment très violent. Enfin, le marché a pris 173,4% sur 30 jours. Mais en attendant, la plupart du temps, on est sur un mois de mars qui est plutôt rouge pour les crypto-monnaies. Là, pour le coup, y a pas, je pourrais pas expliquer pourquoi. C'est juste constat de l'historique, quoi. Le truc qu'il faut retenir dans la sécurisation de blockchain, c'est que pour un particulier qui vient de découvrir et qui nous écoute aujourd'hui, on peut utiliser plein de mots barbares, mais il faut les attribuer à la même chose. Euh, que ce soit les masternodes, que ce soit le stacking, que ce soit les validateurs, que ce soit les nodes tout court, faut considérer que c'est un serveur informatique dans lequel on a bloqué de la crypto-monnaie. Sinon, toutes les discussions deviennent trop compliquées. Alors, il y a des petites différences entre chaque, mais c'est des petites différences techniques. Par Mhm. exemple, la masternode, ça peut être, chaque personne peut avoir sa propre masternode, un petit serveur avec une petite quantité de tokens. Généralement, un validateur, on va mettre beaucoup plus de jetons. Donc, il y a une personne qui maintient le serveur et plein de gens comme toi et moi dans le monde qui vont lui déléguer des tokens. On en parlait tout à l'heure. Tu gardes la crypto-monnaie sur ta clé chez toi, mais tu Ouais. vas dire, bon, ben, je la délègue à tel validateur pour qu'il me donne des commissions. Mais tu vois, c'est des petits détails techniques.
On peut garder. C'est pour ça que stacking et masternode, c'est vrai que ce n'est pas la même nature, mais indirectement, ça veut dire la même chose. Confier à un serveur informatique des crypto-monnaies pour qu'il génère des intérêts et qu'il réalise des récompenses sur ce capital de base. Et ces intérêts, ils sont dans tout le mining et toutes ces pouillèmes de transactions sur lesquelles on a des intérêts, ils sont faits sur de la valeur relative ou de la valeur absolue? Ce que je veux dire, c'est que est-ce que quand le Bitcoin ou les cryptos augmentent, ces intérêts augmentent en parallèle? J'ai l'impression que oui, d'après ce que j'ai Alors, lu, hein. Alors, ça dépend. Ça dépend encore une fois des blockchains. Il y a des blockchains où la quantité de récompense va diminuer au fil du temps. Des blockchains où la quantité de récompense va dépendre du nombre de transactions. S'il y a 2 fois plus de transactions demain, la blockchain va donner 2 fois plus de nouveaux jetons. Donc, je ne peux pas répondre à proprement parler à cette question car ce serait peut-être vrai pour une monnaie, mais pas pour une autre. Par contre, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles sont quantitatives. Si tu mets, je ne sais pas moi, on prend l'exemple de Dash, qui est une crypto-monnaie qui fonctionne avec un réseau de masternode, tu dois en bloquer 1000 pour monter ta masternode. Ensuite, tu vas gagner 6% d'intérêt par an. Quand je dis 6% d'intérêt par an, c'est pas sur la valeur en euros. C'est sur tes 1000 Dash que tu as bloqués. Donc, à l'heure actuelle, tu gagnes à peu près 60 Dash de plus par an. Évidemment, si à la fin de l'année, le Dash a pris de la valeur, s'il a fait x2, bah, tu as eu 6% d'intérêt sur un capital qui lui-même a fait x2. Donc, tu as un espèce d'effet de levier, si tu veux, parce qu'il y a les 1000 Dash que tu as bloqués, mais également tes 60 Dash qui ont pris de la valeur. Et vice-versa. Autant te dire que si tu investis sur Dash, qu'en un an, le Dash perd 30% de sa valeur, ben avec tes 6% de Dash en plus, tu es quand même perdant. Hmm. C'est vraiment super compliqué. Bah, disons, c'est un nouveau langage, c'est un nouveau glossaire. Hmm. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment en dépit des variations du marché. Tu dois investir une quantité X de monnaie, la bloquer, et ensuite, bah, si tu as bloqué par exemple 1000 jetons et que tu as 10% d'intérêt, ça va te donner 100 jetons de cette même monnaie en plus par an. Mais c'est quantitatif. Si le jeton s'est effondré totalement, bah, tu as peut-être 10% de jetons en plus, mais il vaut rien. Ce qui est assez fantastique, c'est qu'il y a un clash des mondes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de financiers traditionnels qui, alors pour certains te disent c'est de la merde, pour d'autres te disent j'y comprends rien donc j'y vais pas trop. Il y a encore assez peu. Toi, tu es clairement les deux pieds dans ce monde-là, mais pas forcément dans la finance traditionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Tu viens pas de là en tout cas, puisque tu viens du berceau. Non, je déconne, mais mais, bon, tu viens en tout cas. mais totalement. Ouais. Et Non, mais- d'ailleurs, c'est ce qui m'a donné autant de force, le fait de ne pas ouais. connaître la finance traditionnelle avant d'être plongé dans celle de la crypto. J'ai Et appris ça à l'envers, ouais. moi. Ce qui est intéressant, c'est que la finance tradi, alors c'est complexifié à un moment, en effet, avec des intermédiations, des tas de choses, où en fait tu comprends plus exactement ce qui se passe dans, tu vois, je sais pas moi, un certain nombre de produits exotiques, de trucs très complexes où plus personne ne comprend rien. Euh, et j'essaye un petit peu, tu sais, par moment, de me dire, bon, moi, quand je vois une action, le cours d'une boîte, ses résultats, ses assets, combien elle a en trésor, quelle est la valeur, alors un peu de goodwill, donc la valeur imperceptible, mais de son management, de son marché, etc., etc. C'est assez simple. Bon, tu peux te dire finalement le Bitcoin, euh, crypto-reine, un peu souvent on va le comparer à l'or, donc ça reste assez simple ce comparatif. Et après, tu as toutes les autres cryptos, tu vois, je regarde le Dash en ce moment, tu m'en parles, bon, c'est quand même monté en un an de 1200 $ pièce, ouais. ouais, c'est ça, et puis c'est monté très haut, très fort, puis c'est redescendu quand même, pas à la moitié, mais pas loin, c'est ça. C'est ça. Euh, et en fait, c'est très compliqué de savoir. Alors, tout ce que tu m'expliques, en effet, sur la technique, le halving, les masternodes, les mineurs, etc., etc., il y a des gens qui restent finalement pas mal en dehors de tout ça, qui font juste de l'achat-vente. Euh, euh, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux juste rentrer sur ces assets en achetant, puis achetant petit à petit, comme on le disait, je sais pas, 20, 30, 50 euros. Si tu as fait ça depuis 6 ans, bon, bah, t'es bien, quoi, tu vois, je veux dire. Ah, mais très clairement, bah, pour même donner une valeur, toute personne ayant gardé du Bitcoin plus de 3 ans a gagné. Il Hmm. n'y a eu aucune phase depuis sa création où pendant 3 ans, le Bitcoin n'a pas retrouvé un point plus haut que son point d'entrée.
D'accord. Donc forcément, non, il y a énormément de gens qui font ça. D'ailleurs, c'est un très jeune marché, et bien qu'il y ait une technologie formidable derrière, la plupart des gens font de la spéculation. Donc c'est vrai qu'on peut juste acheter, et d'ailleurs, plus on va être un acheteur DCA, plus on va être un acheteur long terme, plus on peut réaliser du profit sans s'intéresser du tout à la technologie. C'est quand on va vouloir faire l'inverse, c'est-à-dire commencer à faire des achats aujourd'hui, revendre demain, racheter un peu plus, vendre la monnaie A pour acheter la monnaie B. Là, pour moi, si on commence à faire ce travail de trader, donc un peu plus que le boursicoteur. Tu vois, la personne qui suit vraiment son portefeuille et qui fait plusieurs interactions par jour. Cette personne-là, si elle veut être rentable et ne pas laisser son destin entre les mains de la chance, elle doit s'intéresser à tous ces petits trucs techniques. Mmh. Parce qu'en réalité, c'est pas vraiment compliqué, c'est qu'une question de glossaire. Si on avait une journée entière, toi et moi, pour discuter, je suis persuadé qu'à la fin, tu ferais la différence entre une masternode, le concept de stacking, le proof of stake, tu différencierais tout ça. C'est juste que ce sont des nouveaux mots, et donc, comme on t'a pas donné la définition derrière en parallèle avec quelque chose que tu connais, ça parle pas. Mais dans la crypto-monnaie, en fait, on s'amuse des fois à faire des jeux comme ça. La différence entre la valuation d'une entreprise, donc comme tu as dit, ses actifs, sa trésorerie, et une crypto-monnaie. Et tu te rends compte qu'il y a certains points qui sont plutôt identiques, et tu as d'autres points qui sont totalement décorrélés. Par exemple, là où c'est plutôt identique, c'est sur ses fondamentaux. Pour qu'un projet tienne vraiment la route sur le très long terme, on peut se poser la question, mais est-ce que son produit est vraiment utile? Est-ce que sa Mmh. solution sert? D'ailleurs, c'est plus facile de comparer une crypto-monnaie à une start-up qu'à une entreprise. Parce que la crypto-monnaie, elle a rarement pas encore d'utilité. Elle a En fait prévu d'apporter une solution, comme la start-up, mais c'est pas encore le cas. En fait, je cherchais tout à l'heure à essayer de comparer et trouver et je pense qu'en t'écoutant et en lisant aussi, parce que c'est assez bien expliqué sur just-mining.com, mais en fait, ce qui est intéressant là-dedans, euh, c'est que soit tu décides de faire ce que tu sais faire dans d'autres domaines, donc en achetant sur Boursorama ou eToro, d'autres, des actions, Société Générale et Orpea, j'aime bien Orpea, eh bien, t'achètes ces trucs, tu les vends, et puis voilà, tu n'es qu'un sorte de boursicoteur, trader, peu importe que, voilà. Soit tu fais pareil, en te disant, bon, je vais sur telle et telle crypto, ce que je fais moi, soit en fait, ce que tu me décris là, le staking, les masternodes, etc., comme c'est un projet qui est open source et qui est de la decentralized, donc décentralisé, finalement, tu peux faire partie du reste. Tu peux être toi-même, en fait, payé parce que tu es un bout de Boursorama, de Banque de France, Tout à fait. tu fais partie de l'operating system, de l'OS, comme on dit, hein, du software qui gère tout ça. Tu peux même avoir le hardware qui gère tout ça. Et en fait, euh, l'étape d'après que j'ai pas encore franchie, c'est d'aller dans les infrastructures toi-même et de faire partie du game, quoi. C'est ça? C'est ça, indirectement, c'est de devenir, en fait, comme ce sont des réseaux qui ne sont pas contrôlés par une entreprise, on a quand même besoin de sécuriser et de faire fonctionner ces blockchains, eh bien, de prendre part à ce travail de sécurisation. Un petit peu comme si, imagine que Uber n'existe pas, mais que ce soit un logiciel. Le Mmh. logiciel peut très bien connecter des chauffeurs ou des gens comme toi et moi disponibles avec une voiture à d'autres personnes comme toi et moi qui ont besoin d'être conduits d'un point A à un point B. Ça change pas la problématique. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui prenne sa voiture et qui te rende le service. Eh bien, la blockchain, c'est ça. Tu peux choisir de devenir le conducteur et permettre aux autres d'échanger de façon sécurisée. Et bien entendu, comme tu deviens le conducteur, tu dois fournir un travail, un effort. Généralement, c'est sécuriser des transactions et fournir du matériel informatique en échange d'une rémunération. Ok, Après, donc, oui, pardon. vas-y. Vas-y. En fait, il faut bien comprendre aussi une chose. Il y a deux moyens pour faire travailler de la crypto-monnaie. Ce qu'on appelle le on-chain, sur la blockchain, et toutes les autres solutions alternatives. Je te donne un exemple. L'Ether, on a vu que le protocole blockchain te proposait lui-même de bloquer des Ethers, le connecter à un serveur et d'avoir des intérêts si tu sécurises des transactions. Jusque-là, tu Mhm. me suis. Ouais. Par contre, sur Bitcoin, tu peux pas. Bitcoin, tu peux le miner avec un mineur de Bitcoin, c'est un ordinateur qui fait exprès. Par contre, tu peux pas juste bloquer des Bitcoins sur la blockchain et obtenir des intérêts. En tout cas, pas on-chain. La blockchain Mhm. Bitcoin ne le permet pas. Par contre, il existe quand même des plateformes qui te disent, nous, on peut te donner des intérêts sur tes Bitcoins parce que tu nous les prêtes. C'est un prêt, c'est du lending, tu vois, ce n'est pas de l'investissement on-chain, c'est pas la blockchain Mhm. qui va te rémunérer, c'est les gens à qui tu les as prêtés parce qu'ils en ont besoin pour de la liquidité, etc. Et donc, même quand quelqu'un vient chez Just Mining avec une monnaie qui n'a pas de solution, de protocole qui permet de générer des intérêts et de participer au réseau,
on peut quand même trouver des moyens pour optimiser ce portefeuille. Il y a des gens qui font ce que tu as dit, qui achètent et qui vendent des cryptos, simplement, et des fois, ils se disent, bon, par contre, je commence à en avoir beaucoup, je vais quand même appeler Just Mining, voir s'ils sont capables d'optimiser mon portefeuille, quoi. Euh, Et alors tout ça, c'est quand même un peu flou en termes de réglementation, parce que quand moi, si demain je dis, je sais pas moi, je me le souhaite, 100 bitcoins ou 1000 bitcoins, et que je me dis, bah tiens, je vais en prêter, comme tu l'as dit, pour des liquidités. Ça revient à du prêt d'argent, c'est régulé par l'autorité des marchés Alors, financiers, non? si le Bitcoin était considéré comme une monnaie, ce serait du prêt de monnaie. Mais comme Hmm. ce n'est pas une monnaie, bah, c'est pas du prêt de monnaie. C'est ça qui est dingue en fait. Donc, en fonction des différents pays, la régulation bouge. Globalement, tout ce qu'on va regarder et tout ce qui intéresse pour le moment le pays, il y a deux gros points. Le premier point, c'est est-ce qu'il y a du blanchiment d'argent? En gros, est-ce que ton Bitcoin, tu sais d'où il vient ou est-ce qu'il vient d'un peu n'importe où? C'est là-dessus qu'ils font très très attention. C'est d'ailleurs un petit peu stupide parce que il y a 0,30% de blanchiment sur Bitcoin. Sur le dollar, on Hmm. est à 5%, donc presque 15 fois plus. Mais en attendant, c'est normal que ce soit l'une de ses priorités. Donc déjà, il y a tout ce qui est LCBFT, lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Là, ils font très attention. Et la deuxième grosse problématique qu'ils ont et qui les intéresse bien, c'est comment est-ce qu'on va te taxer? Et là-dessus, ils vont te dire, bon, t'as fait combien? Intérêt, pas intérêt, stacking, pas stacking, plus-value de trading ou pas trading? Combien de gras tu as fait? Parce qu'on veut nos Hmm. 30% dessus. C'est comme ça qu'ils abordent le problème à l'heure actuelle. C'est les deux gros points. C'est vrai que c'est encore un petit peu flou, on ne sait pas. Puis pareil, tu pourrais dire, oui, mais le stacking, c'est pas des intérêts. Les intérêts, tu vas pas les C'est du travail. assujettir. Enfin, Oui. c'est du travail. Tu as fourni, attends, tu as fait un Hmm. effort, tu as sécurisé le réseau, c'est du travail. Et là, il pourrait dire, oui, mais si c'est du travail, vous n'avez pas le droit de le prendre en perso. Vous devez créer une entreprise, payer Hmm. votre TVA sur votre commission. Mais là, tu peux dire, oui, mais c'est une crypto, il n'y a pas de TVA sur les cryptos. Et du coup, il y a plein de problèmes et de contre-problèmes qui se mélangent encore. Mais petit à petit, au fil de l'eau, c'est en train de s'éclaircir. Par exemple, avec Just Mining, on n'est pas encore régulé par l'autorité des marchés financiers. Ça fait 8 Je voulais mois y qu'on a venir. déposé notre dossier. Pardon? Combien? Je voulais y venir, combien de temps tu dis? Un peu plus de 8 mois. D'accord. Ça va faire 8 mois qu'on a déposé notre dossier. Ouais, c'est ça, bientôt 9 mois. Et là, on est en discussion avec eux et ça doit faire à peu près 2 mois qu'ils doivent nous donner le matricule, la certification pour qu'on puisse exercer. Mais pour le coup, ça prend un petit peu de temps parce qu'on est en train de tout classifier. Justement, eux, on leur a dit oui, une masternode, c'est un peu comme ça. Ils font non, 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 c'est pas un peu comme ça. Une masternode, c'est quoi concrètement? Il y a un serveur informatique, vous bloquez de la crypto-monnaie. Est-ce que c'est un service? C'est ça qui a pris du temps à nos avocats. Hmm. Et c'est ça qui fait qu'on prend du temps à être régulé parce qu'on se doit totalement, en quelque sorte, on doit défricher. Comme on est les premiers dans notre domaine, c'est aussi à nous de définir le cadre et de définir légalement chaque terme pour savoir à quoi est-ce qu'on peut l'assujettir et à quoi est-ce qu'on peut le règlement, comment est-ce qu'on peut le réglementer, quoi. On l'a vu avec Grégory Raymond, je t'en parlais dans un épisode précédent. En effet, une certification de l'autorité des marchés financiers est très importante parce qu'elle permet de montrer que vous travaillez dans un contexte juridique et réglementaire surtout contrôlé, quoi. Donc, en effet, quand vous aurez, et puis c'est d'autant plus important, j'imagine, pour des entreprises jeunes, au sens jeune dans l'âge des opérateurs qui sont dedans, mais aussi dans l'âge de l'entreprise, de montrer que vous êtes capable. Pour vous, ce sera un vrai plus. Donc, écoute, tu me diras quand ce sera fait. Tout Mais à fait. je Pour le l'instant, prends il y en a d'avance. très peu. Il y en a que 10. Il y a que 10 entreprises qui ont été régulées. La Ok. plupart des entreprises, soit on leur a dit, bon, ben, stand-by, c'est-à-dire que pour l'instant, vous pouvez continuer d'exercer, mais vous avez besoin de votre matricule. Soit on leur a dit, bon, ça rentre pas dans de ce qu'on peut réguler, vous arrêtez votre activité. On fait partie de ces stand-by, c'est-à-dire que on a le droit de continuer à exercer, de vendre à nos clients déjà existants, etc., etc. Mais on doit plus faire de communication, par exemple. On doit plus aller faire du développement d'activité. Et c'est normal tant qu'on n'a pas été cadré et tant qu'ils n'ont pas totalement compris ce qu'on faisait. Là, maintenant, on est dans des détails. Pour le coup, il y avait une dizaine de grosses questions pour nos structures. Il doit rester une ou deux questions. Et les questions sur lesquelles ils s'attardent, encore une fois, c'est sur la traçabilité de certaines crypto-monnaies pour être sûr que ça vient pas du blanchiment d'argent. Les dernières problématiques qu'on a reviennent sur ces deux gros points les plus gênants de l'autorité, qui sont la lutte contre le blanchiment d'argent, donc toujours savoir où va l'argent et d'où elle vient, ce qui est des fois compliqué dans les cryptos, c'est ce qui fait que ça prend du temps, et également le fait qu'on doit avoir des procédures, une approche par le risque, mais maintenant on commence à être cadré, et puis la machine est bien rodée, quoi. Ça va faire 4 ans qu'on travaille, on est l'une des plus grosses en Europe, donc on commence à avoir tous les outils et ça devrait pas tarder à sortir. Ok, parce que c'est vrai que de loin, tu vois, il y a toujours
on est toujours partagé. Je sais pas à quel point tu en es conscient, mais tu vois, avec aussi ta force sur les réseaux sociaux, de tous ces influenceurs qu'on voit en France, aux États-Unis, etc., qui vont prêcher une sorte de bonne parole, et on est toujours un peu sur une réserve de se dire, attends, ils s'y connaissent quand même vachement bien, ils parlent bien, le petit Owen, et à la fois, je sais pas exactement. Donc, en effet, je pense que ce sera pour toi un élément important d'avoir tout ça. Non, c'est sûr, tout comme ça l'a été d'être entrepreneur en plus qu'influenceur. Ça m'a donné un deuxième volet, ça m'a donné de la maturité et globalement, là où YouTube m'amuse et m'a fait mûrir de par les contacts que j'ai, parce que bon, bah, mine de rien, c'est 250 000 personnes d'une moyenne d'âge de 40 ans, donc c'est Ouais. que des personnes qui ont plus de recul sur la vie, qui ont plus de maturité, qui savent me dire quand je dois souffler, qui ont un réseau qui m'a permis d'ouvrir. Et on peut dire que mes abonnés ont été à la fois mes premiers soutiens, mes premiers business angels. C'est eux qui, quand j'ai eu des problématiques, ont intervenu. J'ai découvert que j'avais des journalistes et des têtes de certains médias quand j'avais des problèmes et que j'étais un peu en difficulté parce que je m'étais pris, par exemple, la tête avec une arnaque du monde de la crypto-monnaie. J'avais reçu des menaces de cette arnaque qui m'avaient clairement dit, Mmh. bon, ben, c'est clair, on est une arnaque, mais si tu le fais comprendre aux gens, on va perdre de l'argent. Et là où j'ai failli baisser les bras, c'est là que j'ai vu des médias qui m'ont soutenu et tout, et des abonnés à moi, le genre d'abonné qui commente pas, qui met pas de commentaires, qui dit rien, qui t'envoie un mail en disant écoute, je suis à la tête de cette boîte-là, j'ai 100 personnes à temps plein, on va te sortir de gros titres, ça va t'aider dans cette période, quoi. Et c'est là que j'ai compris le volet entrepreneuriat et on va dire l'intérêt et la vraie puissance de ma communauté qui était bien plus mature et qui pouvait me faire grandir d'autant plus que ce que j'avais perçu, quoi. Très clair. Si je prends un peu de recul et que je reviens sur cet élément de comparaison, donc vous, votre rôle, c'est essentiellement de m'accompagner pour faire travailler mes cryptos, euh, en dehors de ce trading, entre guillemets. C'est sur les infras autour, quoi, de ce stacking, des transactions, des choses comme ça. C'est vraiment parce que ce que vous faites, je pourrais éventuellement le faire tout seul, mais l'effort est très important en termes de connaissances et de compréhension, c'est ça? Tout à fait. Alors, connaissance et compréhension et surtout technique. Alors, en vrai, c'est pas très très dur. Il y a une monnaie en particulier, une personne qui a la tête bien faite et qui se pose un week-end, elle peut le faire. Mais un, elle risque de faire des erreurs et de perdre de la monnaie. Deuxièmement, bah, c'est pas le même métier. Quand il faut monter un serveur informatique, le configurer, lier ça à un portefeuille, sécuriser le portefeuille pour pas qu'on se fasse voler ses cryptos, ça commence à faire beaucoup. Et quand je Mhm. vois les erreurs qui sont faites par des professionnels du domaine, il y a des débutants, ils se trompent, ils vont chercher de l'aide sur Internet, on leur dit oui, pour que ça marche, envoie ta crypto-monnaie ici. Le Mhm. débutant envoie sa crypto-monnaie, puis fin, terminé, jour 1. Et là, ça dégoûte. Oh ouais, les cryptos, c'est une arnaque, pas du tout. T'es juste tombé sur la mauvaise personne. Donc non, Just Mining, c'est vraiment ça. Par contre, on a du coup, et suite à une problématique qu'on avait au départ, on a un client qui dit bon, bah c'est bien beau, moi j'ai acheté deux mineurs de crypto-monnaie que j'ai connectés à Just Mining, je gagne tant d'euros par jour en Bitcoin, j'ai une masternode de Dash, ça me rapporte 5 euros de Dash par jour que je change en Ether. Bref, il a fait sa pomme pote en fait, si tu veux. Il a dit bon ben, je mets tant ici, tant ici, tant ici. Il dit par contre, moi j'aimerais bien être payé en euros à la fin du mois. Et là, nouveau problème, parce qu'on ne pouvait pas faire du change crypto-euro. On a créé une deuxième structure qui s'appelle Descoin, Deskoin. Et du coup, ben, quand un client reçoit de la crypto-monnaie sur Just Mining, il peut redemander à être payé en euros. À ce moment-là, on confie le change à Descoin. Descoin, c'est un bureau d'échange, un peu comme Coinbase ou comme CoinHouse. Et là, c'est vraiment l'objectif, c'est de changer de l'euro ou des dollars en crypto et vice-versa. Par exemple, Descoin propose des solutions de DCA et on a des clients qui nous envoient tous les mois 500 euros pour le changer automatiquement contre du Bitcoin et de l'Ether. Et des fois, ils nous Et demandent même, oui, ça, tu le fais. Je peux aujourd'hui avoir soit un prélèvement, soit qui me permet d'avoir quelque chose qui va être automatiquement ajouté à mon portefeuille de crypto. tout à fait. Et d'ailleurs, pour l'autorité des marchés financiers, Descoin et Just Mining sont considérés comme un groupe, étant donné qu'on a des équipes qui sont assez fusionnelles et qu'on a fait la procédure et qu'on a les mêmes normes de sécurité, comme on s'est construit ensemble. Eh bien, les deux structures sont également en phase. C'est-à-dire que Descoin a déposé en même temps que Just Mining son dossier et les deux structures devraient être régulées en même temps. Ok, donc c'est pas encore le cas, mais ça va Tout à l'être. fait. Ok. Non, parce que ça, pour moi, c'est en effet un truc, ce que je te disais tout à l'heure, me dire, ok, je mets la difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est d'être, tu vois, d'y passer trop de temps, quoi. Et en fait, me dire, je décide de mettre 200, 100, quand en effet, hein, c'est ouvert sur ce genre de d'univers à même des petites quantités, mais de me dire, je mets 50% sur du Bitcoin, 30% sur de l'Ether et d'Ethereum, et puis 20% sur des trucs un peu plus exotiques. Finalement,
je pense que je serais beaucoup plus appliqué de facto que ce que C'est je fais ça. aujourd'hui, quoi. Bah, on appelle ça une diversification, en fait. Tu fais ton camembert, hein, pour parler avec des mots qu'on comprend tous. Tu fais ton camembert en disant je veux tant sur Bitcoin, tant sur Ether, tant sur Dash. Et puis après, ben, soit tu contactes une société comme Descoin et tu lui dis bon, ben, je fais un virement de 500 euros par mois, respectez ma diversification. Et puis après, ils vont te dire, bah, Descoin va dire ok, mais on te les envoie où ces crypto-monnaies? Soit tu as le tien et tous les mois, il y a le virement automatique et Descoin t'envoie de la crypto. Donc toi, tu vois ton virement qui part le lundi et le mardi, tu as tes cryptos qui arrivent en fonction de la diversification que tu avais demandé. Soit des fois, on a des clients qui disent, bon, ben, telle crypto et telle crypto dans le portefeuille. Par contre, celle-là, on peut la faire travailler sur Just Mining, donc vous l'envoyez sur Just Mining. Et on la fait dormir à 7, 15, 20% d'intérêt par an en la faisant travailler. Ok. Si tu avais... c'est quoi ta martingale à toi, Owen? C'est une histoire de fou parce que le martingale, j'adore. Le concept même de martingale qui se lie aux statistiques, c'est un peu fou. Mon pari à moi, mais qu'est-ce Ouais. que tu entends concrètement derrière cette L'endroit question? où tu t'es éclaté, alors toi, j'imagine que c'est forcément sur les cryptos, je sais pas s'il y a d'autres choses, mais... Ah bah, moi, ça a été. J'étais beaucoup gambler à la base, hein. Je faisais beaucoup de casinos en ligne et de paris sportifs avant de tomber dans le monde du Bitcoin et de comprendre qu'au contraire, il fallait une très grosse rigueur et s'éloigner de tout ce qui est variance et hasard dans le monde D'accord. de la crypto parce qu'il y en a déjà naturellement beaucoup. Donc, il ne faut pas en chercher plus. Mais mon plaisir à moi, c'est vraiment d'essayer de dénicher des très très jeunes projets et de vraiment trouver les fondamentaux. En gros, dans la blockchain, il y a plein d'évolutions et de révolutions, mais c'est quand même pas les mêmes mots. Il y a plein de projets qui utilisent la blockchain pour améliorer quelque chose et trouver une solution à un problème existant. Mais il y a des projets, ce sont des vraies révolutions. En gros, le problème, on le connaissait tous, mais on ne pouvait pas le résoudre avant la blockchain parce qu'on n'avait pas les outils. Et c'est ça qui manquait. Et mon plaisir à moi, ma martingale, c'est de prendre des vrais gros risques, de trouver ce qui est plus risqué qu'une startup, c'est-à-dire un jeune projet crypto. Entre jeunes et projet crypto, ça fait déjà deux très gros risques. On peut dire qu'il y a du levier. Et de me dire, OK, eux, ils n'utilisent pas simplement la blockchain pour améliorer un truc. Eux, ils vont vraiment apporter un standard. Ils vont vraiment faire ce que personne d'autre n'a fait avant eux. Et je pense qu'on peut faire un fois 100, fois 1000, fois 10 000 avec eux, quoi. Si tu en avais 2, 3, 4 à pas me recommander, juste à me dire, on donne pas de conseils, mais à regarder comme ça, tu me dirais quoi? Alors, j'en donnerai quelques-uns, mais qui ont déjà explosé. Ils peuvent aller plus loin, hein, parce que dans son x1000, quand on est à x200, on ne sait pas si ça va refaire x5 ou pas. Mais je peux en donner quelques-uns que j'ai soutenus qui sont devenus assez gros. Par exemple, Synthetix Network. Synthetix Network, en fait, ils ont utilisé ce qu'on appelle des oracles pour avoir sur la blockchain des actions qui sont normalement en bourse. En gros, je te donne un truc très simple. Tu peux avoir du S-pétrole. Et c'est comme si tu avais un baril de pétrole, mais sur la blockchain. Il a le même prix. Alors c'est un système qui est très très complexe parce que tu dis attends, s'il y a bien si tu vas pas juste acheter un jeton qui fait le prix d'un baril de pétrole, il faut bien qu'il y ait la compensation quelque part, que ton argent elle aille pas dans le vide, Mmh. sinon bah tu es dans une bulle. Eh bien ils ont fait tous un système économique complet qui fait que quand tu as un dollar dans l'écosystème Synthetix, il y a vraiment un dollar qui est backé par la blockchain. Donc il y a vraiment un dollar de valeur. Ça c'est énorme. C'est vraiment l'un des projets, quand je suis tombé dessus et que j'ai compris, et il m'a fallu 3 bonnes semaines à m'arracher les cheveux et à arrêter de dormir, pour comprendre qu'ils étaient dans une vraie révolution. Il y a eu ensuite Elrond qui m'a beaucoup plu. Elrond, c'était un projet qui, alors que la blockchain Ether et Bitcoin avaient du mal avec la scalabilité, en gros, il y avait tellement de transactions que ça devenait très très cher d'envoyer des Mmh. Ethers en 2017, jusqu'à des fois 50, 100, 200 euros. Elrond s'est dit, il faut une blockchain plus scalable. On doit avoir au moins les critères qu'a Visa et pouvoir gérer 3000 transactions par seconde, alors qu'Ether est congestionné à partir de 30 ou 40. Eh bien, Elrond, ils ont réussi à avoir plus de 63 000 transactions par seconde sur leur réseau. Donc j'ai vu, là c'était d'un point de vue purement blockchain, qu'ils avaient poussé et révolutionné des barrières techniques. Et ensuite, un dernier que je pourrais citer, c'est Oasis Labs, qui créait une vraie solution qui était impossible avant sans la blockchain, en tout cas je ne vois pas comment, et ils ont créé des moyens de respecter les données. En gros, tu peux prouver que tu es toi, tu peux prouver que tu es bien majeur, que tu es bien un mâle qui vit dans tel pays, que tu as pas d'interdit bancaire et donc le droit d'accéder à un service, par exemple. Et sans donner ton identité, la blockchain va pouvoir garantir au service que tu as le droit d'y accéder. Mmh. C'est un peu comme si on te demande plus ton compte et ton mot de passe Facebook, comme ça on peut pas te le voler. Mais la blockchain, elle peut de manière certaine dire à Facebook, c'est bien Mathieu, laissez-le rentrer. Tu vois?
Je comprends, je comprends. Et dans je sais pas, il y en a quelques-uns. Alors là, en allant sur ceux qui n'ont pas encore explosé, que tu regardes de loin, de près. Oasis c'est un petit peu plus jeune. Alors qu'Elrond a déjà explosé littéralement, le token était à quelques centimes, puis là il est à plus de 130 euros pièce. Et Synthetix, entre le moment où je l'ai présenté à ma communauté et aujourd'hui, il a fait x100, x150. Je l'ai présenté, il était à 60 centimes d'euros, un peu en dessous. Non, il devait être à 45 centimes d'euros. Et là, il doit être il est 23 dollars, 23 ou 24 dollars. Hmm. Ouais. Donc ça Et peut... c'est un jeton, pour la première fois, quand il a été émis, il coûtait 2 centimes pièce. Ouais, c'est pas mal d'avoir mis 10 euros là-dessus, quoi. Ah non, très clairement, c'est ce que font la plupart de mes abonnés, ils mettent des petits montants, mais quand on est sur un x100 ou sur un x150, n'importe quelle petite pièce, on la sent passer, quoi. Ouais. Mais c'est Super. très risqué, bien entendu. Ouais, c'est très risqué, mais c'est vrai que après, tu te dis, si tu te mets à risquer très fort, x10, x50, à chaque fois tu mets 10 euros enfin, Non, c'est ça, puis ça permet de suivre. Le fait d'avoir une petite pièce dedans le projet, ça nous permet de le suivre, de le comprendre, et puis mine de rien, on regarde son cours et donc son actualité, et on finit petit à petit par se renseigner, ce qui est le meilleur maître pour maîtriser son achat, quoi. Écoute, c'est passionnant. Je te souhaite cette certif prochaine, parce que ça changera pas mal la donne, j'imagine. Il faut que je me mette à aller plus loin que juste acheter et vendre, tu vois, quand je t'écoute. Toujours le même problème, il y a Ouais, 24 heures dans une journée, hein. ouais, non, non, mais oui, mais du coup, c'est exactement ça. Mais les revenus, entre guillemets, un peu dormants, c'est là où c'est passionnant. Si tu es capable de te dire, OK, on est loin du gambling et du jeu, en tout cas, pour Ah l'instant. On oui, ne sait pas ce et que l'avenir puis, dira. Mais si je me dis, tu vois, encore une fois, même un tout petit montant qui n'a pas ou peu d'intérêt pour moi, et que je me dis, pour ceux qui fument, t'arrêtes de fumer, tu mets 50 balles par mois là-dedans, et tu vois dans 10 ans ce que ça a donné, tu pourrais avoir une bonne surprise, quoi. Et surtout si il y a un revenu passif, comme ça existe dans l'immobilier, comme ça existe, c'est quand même la grosse différence. Donc, le revenu passif te permet de faire d'autres choses, justement, pour gagner ta vie. C'est ce qui est intéressant, hein. ah non, non, clairement. Et puis il y a même, là on a parlé que des crypto-monnaies volatiles, donc qui peuvent subir une hausse ou une baisse, mais il y a également des stablecoins, donc des monnaies stables, que tu peux faire travailler sur des protocoles de lending. Donc je te parle de prêt et d'emprunt, je te parle pas de travail on-chain. Et à l'heure actuelle, les rendements de ce domaine qui est la crypto-monnaie et qui est en forte croissance, c'est entre 7 et 30% d'intérêt par an sur des monnaies stables. Hmm. Et rien que ça, c'est fou. Personnellement, j'ai plus d'argent en banque, c'est terminé, c'est fini. J'ai beaucoup moins confiance au système bancaire que quand la blockchain, ou si un jour il y a un problème, je saurais d'où il vient et je saurais le comprendre. Alors, Alors que comment tu là, fais un stablecoin? C'est quoi? pardon, tu m'as dit? Un stablecoin, ce que tu appelles un stablecoin, où est-ce que je peux mettre mon argent en me disant que ça Alors, stable? Et c'est stable par ils rapport sont à quoi? tous différents, ils n'ont pas les mêmes valeurs. La plupart des stablecoins connus sont en dollars, donc le Tether, c'est le plus gros d'entre eux. C'est ce qu'on appelle l'USDT. Un jeton égale un dollar. Il y a également le DAI, lui, il est totalement décentralisé. Tether, pour un USDT en circulation, il garantit en avoir un dans un compte en banque. DAI, c'est pas pareil. DAI, c'est comme le réseau Synthetix dont je t'ai parlé tout à l'heure. Quand il y a un dollar en circulation, on garantit qu'il y a au moins 5 dollars de Bitcoin ou d'Ether qui ont été bloqués. Et comme il y a 5 dollars de Bitcoin ou d'Ether qui sont bloqués, tu sais que le mec, à un moment, il va venir rembourser le dollar qu'il a emprunté au réseau pour récupérer ces 5 dollars. Donc c'est un système de compensation. Ils sont tous différents. Il y a le DAI, après tu as toutes les plateformes très régulées qui font le leur, le Binance Coin, qui a fait Ouais. le Binance USD, Coinbase, qui a fait l'USDC, l'USD de Coinbase, bref, il y en a plein. Et tu peux les acheter. Et le truc qui est intéressant, c'est de se dire comment est-ce qu'il reste à un dollar. Parce que mine de rien, si toi tu vas et t'en vends 1 milliard cet après-midi, ben la loi de l'offre et la demande. S'il n'y a pas assez d'acheteurs et que toi tu vends comme un idiot, tu vas faire baisser le prix. Et là, ils ont été très astucieux, ces gens. Ils ont joué avec la supply, avec la quantité qui existe. En gros, si toi, tu vas en vendre 1 milliard cet après-midi et qu'il y a que 100 millions d'achats au marché, ben les 100 premiers millions, ça va bien s'exécuter, ça va pas bouger parce que les gens étaient prêts à acheter à 1 dollar ce que toi, tu veux vendre 1 dollar. Mais après, tu vas faire baisser le prix, tu es d'accord? Tu vas tellement vendre fort, tu vas faire baisser le prix. Et bien, à ce moment-là, ils vont supprimer des USDT en circulation. Et donc, indirectement, comme tu règles la quantité, quand quelqu'un en veut beaucoup trop, ben, tu vas en créer des nouveaux. Et quand quelqu'un veut en vendre trop, tu vas en supprimer. Ce qui fait que tu as toujours à peu près le même niveau sur le marché, qu'il y a toujours la même rareté et qu'un jeton égale 1 dollar. Donc toi, tu mets tout ton cash
sur des portefeuilles de crypto. Tout à fait. Et puis après, tu as les stablecoins adossés à l'or, où un coin égale un gramme d'or, comme le Vera One. Et tu as plein de façons de diversifier ton portefeuille. T'as pas mis en public ton portefeuille? Non, pas du tout. Ce serait désastreux et ça m'est même déjà arrivé que dans une vidéo, quelqu'un arrive à voir mon adresse, qu'il arrive sur mon adresse sans même me le dire à consulter mon portefeuille. Il a copié toutes mes positions. C'est une semaine où j'ai perdu beaucoup. Mmh. Et il m'a contacté en me disant qu'il voulait un remboursement parce que ma position n'a pas été profitable. Et je lui dis, mais attendez, ma position, elle est personnelle. Et là, il me sort tout mon portefeuille, donc t'imagines comme je tombe des nues. Et il me fait, non, j'ai réussi à l'avoir. Et je fais, bon, bah, à ce moment-là, vous m'avez volé mes informations, vous m'avez copié, vous avez perdu, vous avez perdu. Il me fait, oui, mais comme c'est très, très flou et que personne ne comprend rien aux crypto, je suis sûr qu'en portant plainte, je peux réussir à obtenir quelque chose. Bon, l'être humain. Mais non, 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 c'est terrible. Ça m'est même arrivé qu'on me tienne responsable sur une note vocale où je dis, bon, moi, je sens bien cette monnaie, j'aime beaucoup, il faut que je fasse très attention. C'est l'un des volets de l'AMF aussi. Et là, ça n'a aucun rapport avec mes sociétés, la régulation. Même l'une de mes toutes premières vidéos, je disais aux gens, vendez votre maison, vendez votre voiture, achetez de l'Ether. Il était à 5 € pièce. Je leur ai dit, c'est le moment ou jamais. Aujourd'hui, je ferai jamais ça. Heureusement, c'était un heureux conseil. Quand il a fait x50 quelques mois après, c'est là que j'avais mes premiers business angels, si tu vois ce que je veux dire. Mais en attendant, je ne me rendais pas compte que j'émettais du conseil en investissement, que c'était vraiment très grave, très dangereux, et que dans le cas contraire, j'étais responsable. Donc maintenant, je fais très attention, je ne conseille plus. Moi, je parle de technologie, de la valeur, j'essaye de vulgariser, d'expliquer ces choses complexes avec des mots simples, mais sans dire aux gens, achetez ça ou achetez ça. Moi, je dis ce que j'aime, pourquoi j'aime ces projets. Maintenant, Elrond, demain, si tout le monde se met à vendre, il va se casser la figure. Et pourtant, je trouve que la technologie derrière est incroyable. Écoute, c'est passionnant, tu as l'air en tout cas passionné, toi. On te suit sur LinkedIn, Owen Simonin. On te suit un peu partout d'ailleurs, hein, évidemment sur Twitter, évidemment sur YouTube, à droite à gauche. En tout cas, bravo pour tout ça. Ce jeune et frais parcours, c'est sympa de nous partager tout ça avec autant d'enthousiasme et de clarté aussi. Moi, je vais suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt et je te souhaite tout le meilleur pour la suite, mon cher Owen. Merci beaucoup, un plaisir. Merci pour cette occasion et j'espère vraiment que ça a été suffisamment clair pour tout le monde. Au revoir. Merci encore, Mathieu. Ciao, Owen. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.